Je crois que cette élection est très importante par rapport à l'avenir du judaïsme américain et du judaïsme tout court, parce qu'elle révèle, cette fois-ci de manière incontournable, le fait qu'un véritable schisme s'est produit au sein du judaïsme américain. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Les New-Yorkais se sont réveillés avec un nouveau maire, Zoran Mamdani, et la première question que je voudrais vous poser, c'est en quoi cette élection est d'une certaine manière révolutionnaire, on va dire, pour la ville de New York et peut-être même pour les États-Unis. C'est une élection qui fera date. Si l'on se réfère à l'histoire longue des États-Unis et de New York, il y a eu dans le passé, dans un passé lointain, des maires un peu bizarres qui ont été élus à New York, mais par rapport au New York que nous connaissons, au New York moderne, au New York, disons, du XXe siècle, d'après 1945, euh, par rapport aux États-Unis tels que nous les connaissons, nous assistons véritablement à un changement d'envergure, à une révolution, ou certains diront à un effondrement de la politique habituelle américaine. En un mot, euh, il y a plusieurs dimensions dans cette élection. La dimension numéro un, c'est évidemment qu'un candidat extrémiste a été choisi d'abord par le Parti démocrate et ensuite a été endossé par une minorité assez étroite, puisqu'il s'agit de 50,4% aux dernières estimations, 50,4% des électeurs, mais tout de même, il a été endossé par une majorité des électeurs new-yorkais. L'un des aspects de l'extrémisme de Zoran Mamdani, c'est évidemment son gauchisme extrême dans la ville de Wall Street, mais c'est aussi le fait que Mamdani a mené toute sa campagne et a dû en réalité très largement son succès électoral à des prises de position radicales anti-israéliennes. Alors justement, c'est un élément important. Je voudrais poser la question de cette manière. Est-ce que le fait que cette campagne électorale se soit déroulée parallèlement à la guerre dans Gaza, parallèlement aux campagnes menées par le Hamas sur la famine, le génocide, etc., est-ce que ça a été un élément déterminant dans la victoire de Mamdani? Ça a été un élément absolument déterminant. Ce n'est pas le seul élément important qui a joué pour la victoire de Mamdani. Pour mémoire, il y a le fait que aucun des candidats qui étaient en face de Mamdani n'était crédible. Oui, c'est ça aussi. Il y a eu deux candidats. Le maire sortant, Adams, qui lui avait un profil démocrate classique, notamment pro-israélien, mais à propos duquel il y a eu des scandales financiers qui sont apparus et qui ont fait que il a dû retirer sa candidature. Sa candidature ne pouvait pas démarrer. Et alors, par défaut, les démocrates anti-Mamdani se sont repliés sur l'ancien gouverneur de l'État de New York, Mhm. Cuomo, et il y a eu en réalité un vote important de beaucoup de sympathisants républicains qui se sont portés vers lui également, ce qui explique que la victoire de Mamdani a été acquise finalement à moins de 1% de l'électorat, ce qui est quand même intéressant à regarder. Mais le point qu'il faut retenir tout de même, c'est que Cuomo était très discrédité. Cuomo avait fait une politique dans l'État de New York très à gauche par rapport aux habitudes démocrates. D'une certaine façon, Cuomo, en tant que gouverneur de l'État de New York, avait quelque peu préparé la campagne que Mamdani a pu mener de son côté. Et il y a aussi le fait que Mamdani est jeune,
Mhm. Mamdani a beaucoup de charisme personnel. Mamdani, il faut bien voir qui il est réellement. C'est le fils. Son père est un professeur à Columbia. Sa mère, une réalisatrice de cinéma. Il a été élevé vraiment dans un milieu extrêmement aisé, extrêmement aisé. Il est allé dans les meilleures écoles et il a fait très attention pendant toute sa campagne à endosser en quelque sorte l'image, je dirais presque l'uniforme d'un monsieur bien, de manière à rassurer le maximum de New-Yorkais, à rassurer les milieux d'affaires, rassurer le milieu universitaire et intellectuel qui est Mhm. extrêmement important à New York. Il n'y avait pas, disons, en termes stricts de personnalité et de charisme, pour reprendre l'expression euh, que l'on connaît, il n'y avait pas photo entre la candidature Mamdani et ce qu'il y avait en face. Ça a été un élément très important quand même de sa victoire pour ceux qui avaient décidé de ne pas regarder attentivement ni son programme économique et social pour New York, qui est un programme d'ultra-gauche, ni ses prises de position par rapport à Israël, qui sont... nous ne sommes pas là dans la critique d'Israël, nous sommes là dans une véritable campagne de haine totale vis-à-vis de l'État d'Israël. Alors, je voudrais essayer de comprendre parce que vu d'Israël et pour ceux qui sont plutôt profanes dans ce dossier, on a le sentiment que New York c'est une ville riche, que enfin, c'est la capitale financière du monde, hein, et que la logique voudrait qu'elle se dote justement d'un maire qui ne soit pas socialiste, on va dire, qui soit éloigné, qui soit plutôt on va dire, un porteur d'un capitalisme affirmé. Comment on explique ce paradoxe? Est-ce que c'est une illusion d'optique, cette présentation de New York? C'est-à-dire finalement qu'à New York, il y a une majorité de gens, on va dire des couches sociales moyennes à défavoriser? C'est complètement une illusion d'optique. D'abord, il faut rappeler que New York, en fait, c'est un monde immense. Il faut bien se représenter par rapport à Israël, par exemple. C'est aussi grand que tout l'Israël central. Vous voyez, toute la Mhm. région du centre Oui, d'Israël. oui. C'est ça, New York. Ensuite, dans New York, vous avez il y a 5 boroughs, c'est-à-dire Quartier, on je va ne dire. veux même pas dire arrondissement parce que c'est beaucoup plus grand que Oui, cela, oui. disons 5 sous-municipalités, chacune absolument énorme. En territoire, Manhattan, c'est-à-dire l'île au gratte-ciel, c'est le plus petit des 5 boroughs. La population des 5 boroughs n'est pas nécessairement, et même loin de là, une population aisée. À Manhattan même, tout le monde n'est pas milliardaire, tout le monde ne travaille pas à Wall Street. Donc en réalité, on pourrait dire que Wall Street est la upper class new-yorkaise, c'est pratiquement un îlot au milieu d'un océan new-yorkais qui est beaucoup plus vaste et plus large. Alors, par rapport à cet océan sociologique ou démographique new-yorkais, il y a eu des changements importants qui ont commencé en réalité il y a déjà très longtemps, dès les années 50. Le changement numéro un a été que les classes moyennes, puis une partie des classes supérieures, ont eu tendance à quitter New York, Manhattan d'abord, mais en réalité les autres boroughs de New York également, de quitter New York pour s'installer dans ce qu'on appelle les banlieues, des suburbs. Alors, banlieue en français, on pense à des endroits un petit peu inférieurs par rapport Oui, c'est ça, enfin, au centre-ville qui est censé être plus plus huppé. riche, plus prestigieux. Mais en réalité, aux États-Unis, c'est un peu l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que les gens qui avaient de l'argent
ont quitté des métropoles surpeuplées pour s'installer dans des banlieues pas très éloignées finalement, ni par le train, ni par la voiture, mais où ils trouvaient de l'espace, Une meilleure des qualité de espaces vie, oui. verts, où ils pouvaient vivre dans des maisons, le fameux cottage emblématique de la vie américaine qu'on voit dans toutes les séries télé, les centres commerciaux modernes. Mhm. Il y a même une vie culturelle extrêmement importante qui existe en dehors de New York. Ok. Et finalement, ne sont restés à New York que quelques petits milieux très très riches dans certains secteurs de Manhattan, le Upper East Side ou peut-être le Upper West Side, des milieux, une élite, disons, qu'on va qualifier rapidement d'intellectuels autour des universités, mais aussi autour de toutes sortes de professions liées aux médias. Et pour le reste, sont restés dans New York des classes moyennes inférieures ou carrément une sous-classe, comme on dit, aux revenus assez faibles, vivant très largement de l'aide sociale. Même sur le plan communautaire ou Ouais. religieux, il y a eu des changements très importants à Alors New York au justement, fur et à je mesure voudrais, je voudrais. qu'on entrait dans le 21e siècle, au Mhm. 20e siècle et au 21e siècle. C'est-à-dire que les New-Yorkais traditionnels, aux souches irlandaises, italiennes ou juives, ont été remplacés par des nouveaux New-Yorkais qui sont originaires soit du Moyen-Orient, soit de l'Asie du Sud, l'Inde, le Pakistan, soit encore d'Amérique latine. Ok. Et ce Alors sont ces changements Michel, qui expliquent ouais. aussi ce qui vient de se produire sur le plan électoral. Alors, il nous reste quelques minutes, Michel. Je voudrais vraiment qu'on parle de la communauté juive et de nous expliquer. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qui peut paraître, pour vu de l'extérieur, comme une sorte de paradoxe. Comment est-il possible que, on va dire, ne serait-ce que parmi l'électorat démocrate, eh bien, il y a plus de la moitié des juifs démocrates qui ont voté en faveur de Mamdani. Il y a beaucoup de juifs qui ont voté en faveur de Mamdani. Comment on explique cette attitude? Selon certaines estimations, mais on n'a pas encore de chiffres tout à fait pointus, selon certaines estimations, il y aurait eu environ un tiers des New-Yorkais se déclarant juifs, se déclarant d'origine juive, qui ont voté pour Mamdani. Alors, je crois que cette élection est très importante par rapport à l'avenir du judaïsme américain et du judaïsme tout court, parce qu'elle révèle cette fois-ci de manière incontournable le fait qu'un véritable schisme s'est produit, un véritable schisme s'est produit au sein du judaïsme américain. Et d'une certaine manière, on voit des situations analogues dans d'autres secteurs du monde juif, mais c'est surtout aux États-Unis que la chose est visible. Vous avez d'un côté euh, les juifs qui continuent à être juifs comme on a toujours été juifs. Alors ils peuvent être, c'est le cas de la totalité des communautés orthodoxes, orthodoxes ou ultra-orthodoxes. C'est le cas aussi, il faut bien dire, de la majorité toujours des communautés dites conservatives, c'est-à-dire massorties, euh, voire même d'une partie de la communauté réformée. Mais d'un autre côté, vous avez des gens qui affirment toujours être juifs, qui revendiquent toujours un héritage juif, mais qui sont éloignés et parfois depuis déjà plusieurs générations du peuple juif. Ce sont des milieux où, par exemple, le mariage bireligieux ou le mariage non religieux est devenu une norme depuis une, deux, trois générations. C'est ce milieu qui est très peu juif en réalité, euh, qui a lâché complètement en fait la cause d'Israël, qui fournit des intellectuels ou des gros bataillons militants au milieu d'extrême gauche anti-israéliens, et ce sont eux qui ont soutenu à New York Mamdani.
Alors, ça veut dire quoi par rapport à la communauté juive aujourd'hui? C'est-à-dire parce que d'un côté, on a cet électorat qui a voté pour Mamdani, de l'autre côté, on dit cette élection, elle va provoquer le départ des Juifs de New York. Faites-nous le clair, aidez-nous à mieux clarifier ce genre de commentaires. Euh, je crois que cette élection va renforcer l'identité juive chez tous les juifs qui décident, qui ont décidé face à ce qui se passe depuis 2 ans, de s'identifier clairement en tant que juifs et qui reviennent à des notions très simples de solidarité avec le peuple juif. Alors, tous les juifs qui font ce choix, et Dieu merci, ça constitue toujours la majorité des juifs américains, ces juifs-là vont être certainement renforcés et dans leur judaïsme et dans leur soutien à Israël. Euh, sur la question précise de New York, vous savez que les Américains sont extrêmement nomades, donc on peut très bien imaginer que beaucoup de Juifs new-yorkais, se sentant mal à l'aise à New York, quittent New York. On peut imaginer que beaucoup d'entreprises installées à New York, se sentant mal à l'aise, s'en vont de New York. Ça a été le cas d'un très grand nombre d'entreprises new-yorkaises depuis 50 ans qui, sous tel ou tel autre maire, considéraient qu'ils ne pouvaient plus travailler à New York et se sont installés dans les banlieues où maintenant vous avez des centres d'affaires qui rivalisent sur beaucoup de plans avec Manhattan. Donc, ces évolutions sont tout à fait possibles. Maintenant, ce que beaucoup de juifs américains vous disent, c'est qu'ils n'ont pas du tout l'intention de capituler devant Mamdani, qu'ils ont l'intention de se battre, que Dieu merci, on est aux États-Unis, c'est-à-dire un pays, un très grand pays, un pays fédéral, un pays où il y a énormément de pouvoir, mais aussi de contre-pouvoir. Donc, ils ont décidé de se battre. J'ai entendu un de mes amis par exemple, que j'interrogeais au téléphone hier et qui me disait, on a survécu sur le plan national américain à Obama, on a survécu aux dérives qui ont marqué l'administration Biden, on peut survivre aussi à Mamdani. Mais d'un autre côté, les Juifs américains ne peuvent pas ne pas se poser des questions extrêmement sérieuses. D'abord, le Parti C'est démocrate ça, oui. qui était leur maison, il faut comprendre, le Parti démocrate a été la maison des Juifs américains depuis plus de 100 ans. Et ils ont un sentiment vertigineux de trahison quand ils voient que l'électorat de base démocrate aux primaires choisit des candidats tels que Mamdani. Non pas des candidats sur lesquels pèseraient des soupçons d'antisémitisme ou d'anti-israélisme, mais des candidats qui font campagne sur ce genre de thème. C'est vraiment, ça donne le vertige à tout le monde, mais en particulier aux juifs démocrates qui se sentent chassés de leur maison. Donc, de ce point de vue-là, il va y avoir probablement des choses qui vont se passer. Est-ce qu'au sein du Parti démocrate, une autre tendance que celle de l'extrême gauche va être capable de reprendre en main le parti? On se pose la question. Malheureusement, sur le plan des projections électorales, on n'a pas l'impression que ça va se faire très rapidement. Mhm. Euh, il y a aussi sur le plan national des questions très dures que tout le monde est obligé maintenant de se poser. Est-ce que l'alternance entre démocrates et républicains, qui était un des piliers de la vie politique américaine et qui supposait que tout de même un consensus sur énormément de domaines, y compris en politique internationale, est-ce que l'alternance est encore possible aujourd'hui aux États-Unis entre un parti républicain passablement radicalisé dans un certain sens avec Donald Trump, et avec un parti démocrate qui, lui, a totalement rompu avec ce qu'était l'idéologie classique du mouvement démocrate américain.
Eh bien, Michel Gruffinkel, comme d'habitude, c'était très intéressant et instructif de parler avec vous et de mieux comprendre, on va dire, ce qui s'est passé. On peut parler même de tremblement de terre à New York avec l'élection de Zoran Mamdani. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Kalita et de nous avoir aidé à mieux comprendre ces développements. Merci et bonne continuation. À bientôt, Michel. À bientôt.